on est content de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur le DAM au service du Distributed Marketing. Et oui, aujourd'hui, on va aborder des challenges d'une localisation du contenu et comment le DAM peut vous accompagner dans cette démarche. Je peux déjà commencer à me présenter aussi. Je suis Lynn, je travaille dans l'équipe marketing de VD1, mais comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis accompagnée des fondateurs d'Activo, Malika et Frédéric, et aussi de Jonas, le CMO du groupe VDA. On est très content de faire cette collaboration. Pourquoi faut-il localiser les contenus et qu'est-ce que c'est finalement le distributeur de marketing? Alors, j'ai jeté un coup d'œil à l'audience et j'ai vu que ça ne m'étonnait pas trop non plus. Il y avait beaucoup de clients et futurs clients, je l'espère, parmi des marques françaises, des grands comptes, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'employés. Et la contrainte ou le challenge pour les directions marketing de ces grands comptes autour de marketing distribué, j'en ai listé 3. Ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres. Mais moi, c'est les 3 principaux que j'ai retenus. Le premier, c'est la cohérence des contenus de marque. Pour le brand manager, le responsable de sa marque d'une part, qui veut garantir une présence de marque qui soit homogène, qu'elle soit sur tel ou tel pays, telle ou telle filiale, tel ou tel distributeur. Bien sûr, la contrainte de rationalisation de la production. On en demande toujours plus aux directions marketing avec des budgets qu'il faut justifier, et c'est bien normal. Et le distributeur de marketing va permettre de rationaliser cette production d'assets. Donc là, c'est plus les équipes créa et design au sein des équipes marketing ou quand parfois elles peuvent être aussi indépendantes ou en externe avec des agences. Mais rationaliser la production aussi pour les filiales finalement, qui n'ont pas à recréer, qu'elles n'aient pas à recréer le contenu ou à remissionner des agences ou des freelances pour créer le contenu. Et l'enjeu du coup pour la direction marketing centrale, ça va être de prouver qu'elle peut être efficace sur sa production de contenu grâce, on va le voir après, des process et des outils. Et enfin, un dernier point, on n'oublie pas toutes les équipes, tous les services juridiques où localiser un contenu sans pour autant prendre en compte la réglementation locale, on peut aller au-devant de beaucoup de désagréments. Et là aussi, les outils peuvent, dans les process, on peut mettre en place des pare-feux pour éviter les problèmes de non-respect de la réglementation, ce qui peut apporter à beaucoup de préjudices. Là, c'est le point de vue de la direction marketing globale, centralisée, on va dire. Je parlerai des exemples tout à l'heure, des cas d'études. C'est la direction marketing de Harley-Davidson à Milwaukee. Mais Harley-Davidson a aussi ses retailers, ses distributeurs. Il y a d'autres acteurs, ça peut être des point of sale, ça peut être aussi des équipes commerciales. On n'est pas nécessairement dans du marketing digital. Ça peut être des flyers, ça peut être des plaquettes commerciales, des franchisés, des filiales, j'ai dit tout à l'heure. Et donc, quels sont les enjeux de leur côté? De leur côté, c'est d'avoir du contenu qui soit disponible. Alors certes, qu'elle n'ait pas à le recréer à chaque fois, mais qu'elle puisse avoir le choix parmi des collections qui soient régulièrement à jour. Parce que si elles n'ont pas en fait le loisir de créer leur propre contenu, qu'au moins il soit disponible et rapidement. Certes disponible, mais avec un cadre qui puisse permettre une certaine liberté. Ce qu'elles veulent aussi, cette direction, la compétence qu'apporte en fait une direction marketing locale, c'est la connaissance de son marché, son buyer persona, donc la géographie, les mœurs, les cultures. Là aussi, dans les cas d'études, on a plein d'anecdotes à vous partager. Et des contraintes aussi de plus pratiques, on va dire, qui sont parfois éloignées, je dis parfois, c'est peut-être un euphémisme, qui sont très souvent éloignées des directions centralisées. C'est, j'ai besoin de tel format pour aller publier dans la presse quotidienne régionale parce que, oui, le format de l'encart de Ouest France en France n'est pas le même que celui du Progrès à Lyon. Il en va de même pour tous les documents qui vont être print ready. Là aussi, il y a des échanges avec les
les agences locales pour pouvoir proposer des campagnes de print qui ne vont pas nécessairement avoir les mêmes formats. Alors, comment les proposer sans dénaturer le contenu initial et comment le proposer sans avoir de contraintes qui viennent d'une direction centralisée et qui n'a pas pris les contraintes locales, et ben c'est là où les outils vont pouvoir aider. Et enfin, je garde à la fin à chaque fois, comme pour l'enjeu pour les directions centralisées, la partie plus réglementaire. Bah oui, la réglementation ne va pas être le même. Là aussi, je vais plus parler d'un cas pratique. Typiquement, lorsqu'il y a des campagnes de print qui mettent en avant des taux pour des crédits pour acheter quelque chose, une voiture par exemple, et ben, ces taux ne vont pas nécessairement être les mêmes, déjà au sein d'un même pays en fonction d'une région, et alors d'un pays à l'autre, ça peut être complètement différent. Et là aussi, pouvoir avoir la liberté et surtout la contrainte en fait, de mettre à jour cette information réglementaire en temps réel, ça peut éviter beaucoup d'allers-retours et surtout un préjudice au final. Et je rajouterai un petit exemple parce que on a également bien étudié un petit peu vos différents cas clients. C'est toute la partie packaging aussi. On a énormément de réglementation et effectivement, tous les propos que tu viens de dire prennent du sens aussi dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. Le packaging, ça fait partie du print. Alors, les enjeux pour les directions marketing centrales, les enjeux pour les filiales, les distributeurs, les point of sales, mais la place du distributeur de marketing au sein du DAM. C'est quoi le lien qu'on fait maintenant que le distributeur de marketing, les enjeux, c'est plus clair. Enfin, j'imagine que c'est clair pour tout le monde, mais moi, je suis un universitaire, je ne peux pas m'empêcher de repasser par les définitions pour qu'on parle de la même chose. Alors, le Digital Asset Management, solution, j'ai listé quatre grands principes, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est toujours un débat tellement il y a de fonctionnalités et la profondeur de la solution de Digital Asset Management m'étonne beaucoup. C'est le repository de contenu qui permet sur lequel on va se référer pour avoir la single source of truth, l'asset qui doit être à jour. Côté Vedia, j'ai dit tout à l'heure, il va être multi-marque, multi-pays. Avec une gestion, c'est là où on commence à rentrer, à percevoir l'option du distributeur de marketing, avec de la granularité pour l'accès des rôles. Forcément, la direction locale ne va pas avoir les mêmes droits, par exemple, que la direction centralisée. Si je fais intervenir une agence pour m'aider, elle non plus ne va pas avoir les mêmes droits qu'une personne en interne. Et un dernier point, je trouvais ça très intéressant de le mettre parce que finalement, dans les bénéfices de l'usage du DAM en filigrane, on travaille beaucoup à Vedia sur les analytics. Et avoir un seul endroit où je viens piocher mon contenu, ça revêt énormément d'informations. Permet de ressortir des analytics, par exemple, pour une marque, sur quelles sont les campagnes qui ont été le plus sollicitées par des filiales, par exemple, par des franchisés. On n'a pas nécessairement le bout du funnel en sachant lesquels ont eu la meilleure performance, mais on voit ce qui a été préféré et on peut en sortir des stats par pays, par région, par saison, etc. Ce qui permet de nourrir ensuite, c'est un cercle vertueux, les équipes créatives et les échanges entre équipes créatives et besoins sur le terrain. Les fonctionnalités maintenant dédiées aux distributeurs de marketing. Alors là, je vais te lancer la balle, Fred. Je vais te faire la passe pour les slides suivantes où on va rentrer dans qu'est-ce qu'un template, un master template, à quel moment, quel est le parcours de ce template pour aller au web jusqu'au print. J'ai fait un petit encart sur l'email publishing. Je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais je pense que c'est pas mal aussi parce que un des grands exemples du marketing distribué, c'est comment est-ce que j'adapte ma newsletter qui doit sortir et de façon hebdomadaire avec des collections qui ne vont pas être les mêmes pays par pays, région par région. Et là, aller chercher des assets de façon automatique et les créer on the go pour pouvoir avoir les bons encarts sur ma newsletter, c'est quand même puissant. Enfin, là, on voit la puissance de l'outil. Et l'importance des intégrations au final, parce qu'il n'y a pas que le DAM qui est concerné par le distributeur de marketing, loin de là. J'ai parlé des emails, on peut parler du marketing automation avec des séquences d'emailing ou de notifications qui vont être envoyées en temps réel en fonction du parcours utilisateur. Là aussi, pouvoir envoyer le bon message, mais associé au bon asset, bonne image, au bon format, au bon moment.
personnalisé en fonction du parcours utilisateur et de là où il consomme l'asset, ça a son rôle. Et ça, c'est la partie marketing automation qui va rentrer en compte. J'en ai listé d'autres. Alors, bien sûr, le PIM côté retailer, ça, c'est critique. Le CMS, j'en ai parlé aussi. Un petit mot quand même sur le social media, puisque moi, je viens de cet univers-là avant de rejoindre le DAM, où la gestion des comptes réseaux sociaux et le retour d'informations, de performance des contenus qu'il a, se fait directement parce qu'on a accès à toutes les informations directement sur les réseaux sociaux, est aussi une source super importante pour ajuster ou en tout cas avoir l'information que tel ou tel contenu a mieux performé sur tel pays, dans telle campagne, etc. On pourrait en parler des heures et je vais éviter de prendre ce billet, déjà que j'aime bien prendre mon temps sur le démarrage et vous lancer la balle, comme je le disais. Fred, ça va être à toi En fait, pour rentrer sur les fonctionnalités. je crois que ce qu'il faut résumer, c'est qu'effectivement, il y a une vraie notion de la data. En fait, on va parler d'assets, on va parler de plein de choses, mais le cœur de l'enjeu aujourd'hui des entreprises, c'est la donnée et être capable d'agréger de cette donnée au profit de l'expérience client. Malika, va nous présenter le cycle de vie des médias. Alors, justement, Jonas parlait de cet appui en fait et l'importance du DAM dans cette personnalisation de la distribution. Donc, on retrouve ici un schéma qu'on aime bien, sur lequel on aime bien en fait échanger pour reprendre le DAM chez Activo. Donc, le DAM, on le voit bien, c'est vraiment le cercle, ou des fois je dis la boîte, qui permet de classer les assets, de les valider à travers un processus, un workflow qui va justement jusqu'à l'archivage et la non-distribution de ces éléments-là. Et le DAM aussi permet d'avoir un peu toute cette conversion des fichiers et des assets par rapport au fichier original, justement pour la redistribution sur les différents supports que l'on peut avoir, que l'on voit à droite. Donc, les assets sont importés. Donc, on peut importer dans le DAM de l'image, de la vidéo, des documents, de l'artwork, des catalogues, de l'objet 3D de plus en plus d'ailleurs. Tous ces éléments-là, le DAM va savoir les classer, les mettre à disposition dans les bons formats pour les redistribuer sur des supports qui sont donc les réseaux sociaux, les sites internet, du print et tout ce qui permet de valoriser, que ce soit une marque ou que ce soit les produits de la marque aujourd'hui sur quels que soient les supports. Ce qui nous fait dire effectivement qu'aujourd'hui, donc on va passer à la gestion des templates, mais ce qui nous fait dire à travers ce schéma, et c'est important de le signaler, n'est pas d'âme qui n'importe qui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez simplement un alignement de vignettes dans une interface web que c'est un DAM. Et notamment au regard du travail que nous faisons au travers de la DAM Foundation, d'Aki Equity Software, au travers des 10 core caractéristiques, sachez que globalement, une solution sur du marché ne répond pas à ces enjeux. Le DAM, c'est pouvoir être capable de gérer un fichier TIFF très haute résolution. Et dans certains cas d'acteurs de la grande distribution, nous, parmi nos clients, on va jusqu'à une centaine de déclinaisons. Et donc, pour ce marketing distribué, à un moment donné, il va falloir, bien entendu, mettre en scène ces contenus. Et finalement, un projet de marketing distribué, alors je vais faire une petite anecdote parce qu'en même temps, je vois en parallèle la liste le panéliste, et je pense que certains d'entre eux vont sourire. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé il y a quelques années de Web2Print, et qui était un petit peu le cheval de bataille. Mais je crois que c'est vrai que le marketing distribué, comme l'a parfaitement exprimé Jonas en début de webinaire, est plus adapté aux nouveaux enjeux, puisqu'on ne va pas simplement parler de print, on va beaucoup parler de digital, et notamment à travers les use cases qu'on va vous exposer, le mot print est pratiquement banni. Donc voilà, c'est important de le dire. Maintenant, dans ce marché du marketing distribué, là aussi, c'est un petit peu comme l'ONDAM. Il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a peu qui le font correctement. C'est un véritable aussi enjeu technologique, puisque là aussi, je livrerai une anecdote, et j'en vois aussi certains dans la liste qui vont sourire. En 2008, j'étais à la Drupa, et c'était les premiers lancements des solutions de Web2Print, donc à l'époque, marketing distribué. Et dans le fameux Hall 8, je crois que j'avais compté pas loin de 32 éditeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il en reste 3-4.
Donc là, évidemment, on peut se poser la question, quid de ce marketing distribué? Ça montre simplement que ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas un métier facile parce que aujourd'hui, pour fabriquer une template, pour éditer un document, il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle un moteur de composition. Et là, il y a plusieurs écoles, effectivement. Il y a une école qui est plutôt côté InDesign. Alors forcément qu'il y a notre appétence parce que même si intrinsèquement InDesign Server n'est pas un serveur en tant que tel, il n'empêche, c'est aujourd'hui le moyen le plus court pour avoir un moteur de composition efficace. Et puis après, on a d'autres systèmes qui sont capables aussi de faire de l'édition à partir de ce qu'on appelle l'IDML. Mais dès qu'on fait du marketing distribué, il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que c'est simplement pour faire des cartes de visite ou est-ce que c'est pour faire du flyer et éventuellement avec un peu de pagination? Donc, au final, quelles que soient finalement les approches, il va falloir fabriquer cette template. On ne va pas dessiner la template en tant que telle dans l'interface web. Et c'est pour cela qu'on va passer notamment par InDesign. Et là aussi, on aime bien le répéter. Au niveau de la template InDesign, quand vous ouvrez un document InDesign, et ce depuis la CC 2014, donc ça remonte à quelques temps, vous avez le choix de démarrer un projet print ou digital. Voilà. Et ça, les gens, quelquefois, l'oublient. Mais c'est effectivement InDesign qui va nous permettre de créer cette fameuse template. Donc, la template, c'est finalement cette présentation de blocs images ou texte, plus ou moins distribués, qu'on va pouvoir enrichir sur le web, mais que l'on va préparer dans InDesign et par la suite pouvoir importer dans le DAM Wedia. D'accord? Donc, cette template, elle est importante puisqu'elle va vraiment définir le gabarit de nos documents. Et de fait, on aura, au regard de l'expression de besoin, au regard des besoins des métiers, possiblement plusieurs templates. Donc, évidemment, ce sont des choses qu'on essaye de rationaliser. Un projet de marketing distribué, à un moment donné, il réussit parce que toutes les parties vont chacune vers l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un pas de la partie du côté éditeur, un pas du côté client. Donc là, on vous a représenté sur une template d'une annonce Michelin. On retrouve notre logiciel InDesign et très simplement, on va disposer de blocs images, de blocs texte, des logos. Et vous pouvez voir autour de ces blocs, en fait, on va ce qu'on appelle taguer ces blocs. C'est-à-dire qu'on va leur attribuer un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre de soit bloquer ou pas la mise à jour d'une image ou d'un texte, de définir également finalement l'occupation du texte qu'on va avoir. Et ça, c'est extrêmement important puisque notre template au sein de la marque, elle va devoir répondre à un certain nombre d'enjeux qu'on a évoqués dès le départ, notamment autour de la localisation. Et évidemment, comme vous le savez tous, une phrase en français, elle va prendre un petit peu plus de place qu'une phrase en anglais. Donc, c'est tous ces mécanismes-là que l'outil va nous permettre, au travers d'un plugin, qui historiquement, aujourd'hui, la plupart des interactions de software et d'InDesign se font à travers des plugins. Et donc là, le plugin Wedia va permettre de définir typiquement autorisé, par exemple 500 caractères ou 5 lignes ou 6 lignes, ou éventuellement autoriser un débordement de texte que vers le bas et pas ni en haut. Donc, on va pouvoir créer finalement tous les jeux possibles et imaginables au niveau de cette template. Et une fois qu'on aura fabriqué cette template, on va aller pouvoir directement, et là c'est intéressant, sauf qu'il n'y a pas de mécanisme de vérification. C'est un fichier InDesign. Vous savez que lorsqu'on fait un fichier InDesign, traditionnellement, l'APO fait un rassemblement sur la sortie, texte, image, fonte. Et bien là, on fait pareil. Et ce paquet, en fait, on va directement l'uploader dans le DAM Wedia. Donc voilà, et ainsi, on aura donc couvert depuis l'expression de besoin métier, la création de ce qu'on appelle de notre template, jusqu'à la finalisation dans l'upload dans le DAM Wedia. Et très important aussi, c'est qu'on va pouvoir maintenir cette synchronisation dans les deux sens. On va le voir après par la suite, mais faire des modifications côté web et les redescendre côté InDesign. Merci Fred, on y voit un peu plus clair avec la partie template et le rendu qu'on a au final.
Et allons plus en détail maintenant sur les cas d'usage. D'ailleurs, sur les cas d'usage, moi, j'étais bien embêté au démarrage quand j'en ai parlé avec le directeur technique de Vedia. Je lui ai dit, toi, c'est sympa, tu présentes les trucs qui sont parlants, on fait de l'IA générative, alors tu peux montrer tes prompts, et puis dans Vedia, tu peux sortir une image incroyable et tout ça. Mais alors, quand on va parler du distributed marketing, moi, je montre quoi? C'est un peu moins sympa, mais d'autant plus puissant. Je ne peux pas dire beaucoup plus, parce que quand même, l'IA générative, c'est quelque chose. Je n'avais pas grand-chose à montrer dans la pratique, mais j'ai un résultat à montrer. Et là, le résultat, c'est le cas d'Harley-Davidson. Ça paraît anodin. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de l'écran, à gauche pour moi? Il y a une étiquette d'une moto, une moto Harley-Davidson, la XL 883N. L'enjeu qu'il y a autour de l'étiquette des motos, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, un enjeu réglementaire. Les détails du constructeur dessus, c'est une contrainte, c'est encadré. On ne peut pas écrire ce qu'on veut sur l'étiquette. Il y a aussi un enjeu de marketing, parce que, on voit dans le quart en bas à gauche, il y a quand même une image. Donc c'est inspirant, il faut que ça donne envie. Et dans le cas de Harley-Davidson, qu'est-ce qui se passe? On a, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, une direction qui est centralisée à Milwaukee, mais des distributeurs, des concessionnaires de Harley-Davidson qui, eux, sont répartis sur l'ensemble du monde. Et ce concessionnaire, s'il doit faire appel à la direction à chaque fois pour mettre à jour son étiquette dès que la réglementation change, là, en tout cas sur les process, on surcharge. Et voilà un exemple, du coup, un cas d'étude en fait, quand on a rentré le numéro d'identification du véhicule, alors en termes techniques, ça donne VIN pour Vehicle Identification Number, pardonnez mon anglais. En fait, on est capable de générer et de mettre à jour à la volée ces étiquettes en prenant en compte les mises à jour de la réglementation. Et ça, c'est puissant et on fait gagner du temps à tout le monde. Alors oui, je peux pas, qu'est-ce que je pourrais montrer? L'interface du DAM Harley-Davidson où il y avait DIA derrière, on rentre le VIN et puis hop, on ressort. Non, c'est pas hyper sympa à montrer, ça s'illustre pas vraiment. Mais imaginez-vous le temps économisé, les process et surtout l'erreur humaine qui peut être évitée. Avant de mettre en place ce process de localisation, c'était les concessionnaires qui avaient leur tableur Excel chacun de leur côté et qui mettaient à jour, imaginez, multiplié par le nombre de concessionnaires, les mentions dans l'étiquette pour ensuite aller les reprendre. Donc non, ça ne fonctionnait pas. Autre chose, et là je parle sur l'enjeu marketing, sur ce cas d'étude, c'est que ce VIN va aussi avoir comme information la couleur de la moto, les accessoires de la moto. Et quand on va vouloir générer une image, si le distributeur est à Miami ou s'il est dans le nord-est des États-Unis, les paysages ne vont pas être les mêmes. Il va falloir mettre à jour en direct la couleur de la moto. On peut aller encore plus loin sur les reflets, est-ce que ça va être les bons, etc. Donc, il y a quand même de la technologie qui tourne derrière. Mais en tout cas, rien qu'avec ces informations, on va pouvoir appeler dans le DAM la photo contextualisée en fonction de la géographie, de la couleur, des contraintes techniques qui rend bien et la pousser tout de suite sur en tout cas pousser des choix sur cette étiquette. Donc l'enjeu marketing est aussi là, enjeu réglementaire et marketing. Et voilà un exemple de distributed marketing qui est permis à partir de features, de fonctionnalités en tout cas permis, c'est pas le bon terme, mais qui est enrichi grâce aux fonctionnalités du DAM. On se passe les cas d'études. Fred, tu veux voir le prochain? Avec plaisir. Alors, Decathlon. Bon, ça commence à devenir un client historique Wedia depuis de nombreuses années. Ce qui est intéressant chez Decathlon, finalement, c'est la vision globale et la stratégie, et notamment la nouvelle direction depuis l'année dernière a une visée qui est très claire, c'est l'optimisation dans la gestion des contenus, leur syndication jusqu'au e-commerce, le e-commerce étant on va dire la pierre angulaire de tout ça. Faut savoir que Decathlon aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a un aspect DAM autour de la solution Pixel et un aspect édition en ligne autour de la solution Come2You. Pixel, il faut savoir, c'est 12 millions de contenus. D'accord, c'est pas un ou deux, c'est 12 millions de contenus. C'est 15 milliards de hits par mois, pas loin de 200 milliards à l'année. Donc, on parle de milliards. Donc, quand tu parlais de la distribution, on est au cœur du sujet.
Et en même temps, il y a cette personnalisation des contenus où très rapidement, au regard de la vision et de la stratégie de Decathlon, qui, comme vous le savez, est une des marques les préférées des Français. Et d'ailleurs, dans nos cas d'usage, finalement, on a globalement le top 3. Et très rapidement est venu en fait ce besoin de pouvoir rationaliser cette production de contenu. Donc, vous voyez le type de contenu qui sont personnalisés. On n'est pas dans du catalogue de grande distribution, hein, comme on a nous tendance à pratiquer avec de la data et des blogs dans tous les sens, mais ce sont des choses qui sont très normées. Donc ça, c'est un des gabarits. Voilà, aujourd'hui, on est globalement, il y a une trentaine de gabarits qui permettent de couvrir tous les besoins, avec la possibilité pour les producteurs, en tout cas chez Decathlon, de pouvoir personnaliser, changer les prix, localiser, puisque Decathlon, on ne parle pas que de la France, hein, c'est aussi à travers le monde. Donc, un certain nombre d'utilisateurs, vous voyez, près de 34 utilisateurs, énormément de produits, énormément de pays. Et le plus important, parce que ça, je crois que c'est sans doute aussi la pierre angulaire, c'est connecter à l'écosystème de l'entreprise et notamment au PIM. Alors, peut-être juste rappeler, puisque tu l'as évoqué au départ, PIM, c'est Product Information Management. La différence entre DAM et PIM, c'est quoi? Alors, déjà, chez Activo, nous, deux principes, DAM et PIM sont deux systèmes différents. Alors, évidemment, pour des raisons économiques, on sait tous, quelquefois, on peut en faire le 2 en 1, le 3 en 1, je ne sais quoi. Mais évidemment, pour des entreprises de cette taille, le DAM est un moteur pour les assets et les métadonnées, comme on l'a vu, et le PIM est dédié à l'organisation des produits. Donc, aujourd'hui, chez Decathlon, bien entendu, toute la data, bien entendu, référencée au niveau de ce qu'on appelle un data lake, d'ailleurs, que nous sommes en train de remettre à jour, en tout cas, va être plus ou moins, le PIM va être au cœur, un petit peu comme le disent les Américains, cette glue finalement entre DAM et data lake pour venir justement distribuer la data. Donc là, il y a tout un cycle de personnalisation qui ont été faits. Ce qui est important aussi, alors le cas de Decathlon, vous verrez, est un petit peu différent de celui de Michelin, puisque Decathlon, de par en tout cas l'ancienneté un petit peu de la solution, hein, puisqu'elle a été l'ancienneté dans le sens noble du terme, c'est-à-dire expérience. En tout cas, les deux systèmes sont séparés. D'accord? Donc, c'est-à-dire que notamment la mise à jour des assets ne se fait pas directement entre le Come2You et la partie Pixel. Mais en tout cas, un très grand nombre de contenus. Et aujourd'hui, en termes de rationalisation, le pari est gagné, puisque globalement, l'équipe qui s'en occupe, c'est une équipe de 2-3 personnes. Donc, vous voyez que, en tout cas, facilement, cette personnalisation de contenu a pu être déployée. Merci Fred, je cherchais les transitions, tu as parlé des marques préférées des Français, donc ce n'est pas du tout le cas. Navistar ne fait pas partie des marques préférées des Français. Navistar, qu'est-ce que c'est? On est resté dans l'automotive, hein. Navistar, c'est les camions américains, vous voyez, comme les camions de Transformers. Et pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple-là pour le prochain cas d'étude? Je voulais en fait balayer un spectre d'enjeux assez large. Alors le premier, pour montrer qu'il y avait un enjeu réglementaire. Marketing toujours, on en trouvera facilement, mais je voulais essayer de diversifier. Donc enjeu réglementaire avec Harley-Davidson. Et là, sur Navistar, ce qui me séduit, c'est que les concessionnaires qui vont vendre aussi des pièces détachées de plusieurs fournisseurs vont proposer des catalogues. Donc, on revient dans le côté un peu plus web to print, un peu plus, j'aime bien ton expression, ancien dans le sens noble du terme, expérimenté, où lorsqu'ils vont vouloir imprimer leur catalogue, leur flyer, il y a des positions préférentielles, comme on le voit sur cet exemple. Donc voilà, on a la tête de gondole, l'équivalent en tout cas, en haut, des produits qui sont mis en avant. Et ils sont mis en avant pour des raisons. Ils sont mis en avant parce que les fournisseurs qui sont derrière, en fait, eux, dans la marketplace, ils ont payé plus cher pour avoir ces places-là. Et c'est mis à jour régulièrement, on peut imaginer. Donc, lorsqu'il va falloir mettre à jour aussi le catalogue, est-ce que chacun des distributeurs va aller se renseigner sur un fichier central qui ne sera jamais à jour? Non, ça serait la galère. Là aussi, c'est des informations qui sont directement fournies au niveau du DAM. Et lorsqu'on va aller imprimer
ces fiches, eh ben, l'information de qui a pris l'enchère pour apparaître parmi les distributeurs va être mise à jour et on est sûr de ne pas se tromper. Alors, je dis ça de termes péremptoires, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, c'est ce que le CTO m'a confirmé. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc, voilà pour un exemple, cette fois, avec un enjeu de marketplace derrière du Web2Print. Je te laisse faire la transition aussi pour ton cas d'étude l'avant-dernier, il me semble. On n'a pas trop dépassé le temps. I think we are right in time. Alors, effectivement, donc autre cas client, tout aussi intéressant et aussi avec une approche encore plus disruptive. Et je crois que c'est un terme que chez Activo, on aime bien, c'est qu'à un moment donné, l'expérience client, elle passe à un moment donné par une vraie refonte de l'expérience technologique avec, comme vous le savez aujourd'hui, des approches très headless dans les architectures cibles. Alors, chez Michelin, c'est pareil, c'est un projet qui… Alors, l'ODEM chez Michelin a plus de 20 ans. Et puis, comme avec Manica, on aime bien aussi tout ce qui est héritage. Je vous conseille d'ailleurs de visiter le musée à Clermont-Ferrand et qui est directement aujourd'hui lié à la base patrimoine dans le DAM-WEDIA. Donc, voilà, donc ça, c'est dit. Évidemment, un DAM qui aujourd'hui qui est arrivé à maturité avec pratiquement 1 million d'assets, on va dire à peu près 30-40% qui sont publiés. Ce qui est important également dans le choix de Michelin, c'était le choix aussi de l'expérience client. On en a peut-être pas, on a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, évidemment, quand un groupe prend une décision comme marketing, et je dirais plus globalement cross-métier, quand on doit travailler tous les jours sur un outil, c'est bien que la robe de la mariée soit bien faite. Donc, il y a une partie effectivement back-office qui permet où les documentalistes vont se régaler à travers une gestion de thésaurus, de listes ouvertes, de listes fermées, d'indexation multiple, différentielle. Donc là aussi, on aime bien répéter ces éléments-là parce que ce sont des vrais éléments métiers. Et puis en même temps, le côté front qui, lui, va permettre d'optimiser l'expérience client, qu'elle soit sur un desktop, sur un mobile, peu importe, et avec en tout cas un engagement client aujourd'hui qui est chez Michelin et certains, le tout dans un écosystème encore plus avancé, je dirais presque, puisque tout démarre de Salesforce à travers une gestion de campagne parfaitement ordonnancée. Donc là, aujourd'hui, c'est aussi quand même la grosse tendance du marché où de plus en plus d'acteurs vont sur la partie Salesforce, qui est donc la partie CRM, pour reprendre les acronymes du début du webinaire. La partie PIM qui est très importante aujourd'hui, puisque aujourd'hui, l'ensemble des pneumatiques en tout cas, sont gérés en tant que produit dans la solution PIM InRiver. Et bien entendu, on a une parfaite intégration entre le DAM et le PIM. Et ça, c'est important, puisqu'à un moment donné, notre Web2Print, il va s'alimenter de cette data. Rappelez-vous, on parle de data aussi avant tout. Les données, elles ne vont pas tomber, on ne va pas les remplir à la main. Ça, c'est important de le souligner. Et je dirais qu'avec une énième expérience qui est la partie CMS pour Content Management System, puisqu'à un moment donné, vos produits, documents personnalisés, il va falloir les diffuser sur des plateformes, sur vos sites web. Alors, quand on dit CMS, bien entendu, c'est au niveau entreprise avec des gestions multisites. Et aujourd'hui, chez Michelin, c'est plus de 2500 sites web, le tout sur des technologies open source. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on y arrive. Et finalement, aujourd'hui, dans le contexte de cette personnalisation, il faut savoir que Michelin travaille avec plus de 300 agences. Pas une ou deux, 300 agences. Alors, évidemment, on a les agences principales réunies autour de BETC, aujourd'hui en France, qui font un petit peu légion en termes de créativité. Mais bien entendu, puisque Michelin est un groupe mondial, c'est plus de 130 pays, forcément chaque pays, comme tu l'as précisé, aujourd'hui travaille avec son agence locale. Donc beaucoup de choses manuelles qui sont faites, de temps en temps de WeTransfer, de box qui sont envoyés par-ci, par-là. Donc l'idée, ça a été dès le départ des gains d'économie, des gains de coûts, plusieurs millions d'euros qui doivent être en tout cas économisés au travers de cette solution. Et avec un aspect disruptif chez Michelin, puisque on a, et ça c'est aussi tout l'honneur du côté de chez Wedia, on a essayé de personnaliser au maximum l'expérience client en recréant un front dédié à l'édition en ligne. Voilà. Ça c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a de nombreux outils aujourd'hui sur le marché où on peut éditer, faire des animations, etc. Là, on a pris ce défi d'aller encore plus loin dans la personnalisation, l'expérience client. Et aujourd'hui, alors on est dans les premières livraisons
de nos US, des user stories. Et je crois que le pari est quand même grandement gagné. Bien entendu, comme on l'a dit au départ, il y a beaucoup de change à faire. C'est-à-dire que vous ne changez pas les habitudes d'une entreprise du jour au lendemain. Et en étant très humble devant l'Éternel, je pense que si on arrive, le MVP doit démarrer bientôt. Si en fin d'année, on passe en mode run, ça sera déjà bien. Il faut bien situer que dans ce genre d'entreprise, on ne claque pas des doigts en disant on déploie, on fait. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut souvent une année, 2 années, etc. Mais en tout cas, tout ça, ça se construit avec les utilisateurs, avec des design UX côté Wedia, où véritablement on resitue l'expérience client au cœur de la problématique. Comme disait Steve Jobs, on ne va pas créer des fonctionnalités, les assembler et puis essayer de les vendre. Non, là, on part de l'utilisateur et on essaye de réassembler finalement, de concaténer cette expérience au travers d'une interface. Donc voilà, donc c'est globalement tout le cas Michelin et chez Activo, en tout cas, nous avons le bonheur de suivre au fil des années, puisqu'on en est déjà à la 4e année, donc que du bonheur en perspective. Et pour Michelin, bien entendu, pour la première fois, d'ailleurs, Michelin est au 6e rang des marques préférées des Français. Voilà. Alors, on a vu Harley-Davidson, on a vu Decathlon, Navistar, les camions américains, on a vu Michelin. Et pour rester sur la route, maintenant, on va passer à Volvo. Je me rends compte que moi, j'ai voulu balayer pas mal d'enjeux différents, mais on est resté dans un secteur quand même sur la route. L'enjeu chez Volvo, donc moi c'est pratique, on a les deux perspectives, la perspective de toi qui a vraiment, on va dire, les mains dans l'outil, dans le cambouis du coup, et qui montre à quoi ressemble l'envers du décor, l'intérieur de la machine. Et moi, côté marketing, je ne peux pas m'empêcher de montrer seulement le résultat, mais le résultat, oui, il y a eu de l'intégration, il y a eu de la conduite du changement, il y a eu beaucoup d'échanges et de confiance sur les projets avec les marques qui sont accompagnées. Et forcément, un éditeur de logiciels qui s'adapte aussi et qui sait y répondre. Et pour Volvo, l'enjeu, c'était la localisation des campagnes d'affichage. Je trouve plus simple, plus facile cet exemple. On voit bien un 4x3 ici avec l'adresse du concessionnaire local qui est rappelée en bas de l'affiche, mais aussi directement sur l'affiche. J'en parlais tout à l'heure au démarrage. Côté réglementaire, on a les taux d'emprunt qui vont être mis à jour en fonction des régions et pouvoir être ajustés directement, que la campagne soit faite sur du print à Lille ou qu'elle soit faite dans le sud de la France. Donc, il y a des champs personnalisés. On voit mieux avec toi les templates InDesign que tu proposes. On voit bien les blocs qui peuvent être appelés dynamiquement en fonction de ce qu'il y a comme information derrière l'asset et qui sont centralisés dans le DAM. Ça y est, je commence à le vendre. On arrive à la fin du webinaire. Je ne vais pas m'appesantir sur ce cas d'étude. Vous avez le replay pour ça. Et puis, on arrive surtout à la fin. Et j'imagine que c'est assez dense avec beaucoup d'informations, même si on est resté dans un secteur assez similaire. La prochaine fois, promis, on en balayera d'autres. Et il est temps d'arriver à la conclusion. Peut-être un premier mot sur la conclusion pour toi, Fred. Et puis dans la foulée, on répondra aux questions si elles sont arrivées. J'imagine que Lynn, tu gardes un œil là-dessus. Oui, oui. Alors effectivement, ce sont des sujets qui sont très vastes, comme vous le comprenez. C'est difficile de tout couvrir, le tout en une demi-heure. L'idée, c'est surtout dans tous ces projets d'être accompagné, d'être véritablement en mode agile, c'est-à-dire que la solution out of the box qui fait tout de suite, ça n'existe pas. Donc voilà, et nous, comme on dit souvent chez Activo, le succès se construit autour d'un partnership entre l'éditeur, l'intégrateur, le facilitateur et puis bien entendu l'éditeur. Donc ça, c'est important entre éditeur et client de véritablement construire cette relation. Alors forcément, chez Activo, dans le A, on va dire que c'est le A du DAM, donc la fondation de tout, c'est l'asset management. Je crois que vous l'avez compris, à un moment donné, dans cette pyramide des technologies, il faut déjà poser les médias quels qu'ils soient. Et donc, le DAM, et je pense que tu confirmeras, Malika, en tout cas, est la fondation de tout. Tout à fait.
En guise de conclusion, le DAM est la fondation de tout, moi, ça m'arrange, mais la promesse de ce webinaire, c'était surtout de balayer les enjeux des directions marketing, qu'elles soient centrales ou qu'elles soient locales, autour de la question du distributeur de marketing, c'est-à-dire comment est-ce que je localise mon contenu et pourquoi est-ce que je localise pour promettre, pour proposer à l'utilisateur final, qu'il soit business, qu'il soit client direct, une expérience qui soit fluide, une image de marque qui soit surtout pas remise en question, mais au contraire qui engage. Alors engager, ça veut dire pour beaucoup, c'est normal, on est dans le business, vendre, mais ça veut dire aussi promouvoir la marque, devenir ambassadeur et le marketing distribué, s'il n'est pas maîtrisé, ne permet pas finalement aux directions marketing d'atteindre leurs objectifs. Et pour conclure, avant de passer aux questions, je vais peut-être rappeler ce que tu as dit tout à l'heure, quoique ça fait une redite, sur la mise en œuvre qui passe certes par des outils, mais surtout par les humains qui sont derrière. Et pour ça, vous avez Vedia et vous avez Activo, parce qu'on fait ce webinaire aussi pour vous dire qu'on existe. Allez, fin du webinaire. Je crois qu'on a respecté le timing. On en est à peu près Malika, 45 minutes. Ah, pardon, Malika, avant les questions, excusez-moi. Un projet que j'ai eu à mener il y a quelques années et sur la phase de l'expression de besoin du client, donc qui était en l'occurrence une entreprise de téléphonie. Et donc une entreprise de téléphonie, ça vend en ligne, ça vend sur du B2B, ça vend sur du B2C, et puis ça a des agences locales. Ce besoin de print n'est pas remonté. Et quand on a mis en œuvre la solution, c'est après qu'on a eu ça. Et j'ai juste envie de dire, à l'époque, la solution, quand on l'a mise en œuvre, n'avait pas le web-to-print comme aujourd'hui, on peut l'avoir. Et quand je repense aux équipes, je pense que le gain de temps et d'optimisation qu'on aurait eu, et avec l'adhésion de l'ensemble des pays et des boutiques dans les régions, on aurait fait un miracle. Donc voilà, mon petit mot de la fin. Les deux sont importants et à penser dès le départ. Je vais prendre la parole. Déjà, merci beaucoup à Malika, Frédéric et Jonas. Et il me semble qu'il y a eu un petit problème d'écho tout au début, donc désolé, mais c'était juste une petite partie. Et j'imagine si jamais vous avez des questions sur l'activité d'Activo ou Vedia, comme c'était au début, on est toujours là pour vous répondre. Il y aura nos adresses mail à la fin aussi. Et là, on passe du coup aux questions. Il y en a pas mal, donc on va profiter des dernières minutes pour y répondre. Alors, il semble y avoir beaucoup de cas d'usage orienté print. Avez-vous des cas clients qui utilisent les distributifs marketing pour des visuels digitaux uniquement? En fait, très clairement, par exemple, chez Michelin, c'est 99% de digital. Tu prends peut-être ton micro, Pour Michelin, c'est 99% de digital, c'est-à-dire qu'on utilise InDesign comme template web en tant que tel, mais au final, ça va être pour produire beaucoup, donc un certain nombre de flyers, mais beaucoup de bannières digitales, d'éléments pour les réseaux sociaux. Donc, c'est d'abord orienté digital avant d'être orienté print. À partir du moment où il y a une orientation print, bien sûr, c'est une problématique qui est un peu plus complexe puisqu'on a des notions d'impression. Donc, on a une notion de profil d'impression, d'isophogra, etc., de gestion de la couleur, des séparations. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui profite directement via la solution puisqu'il faut savoir que InDesign est basé quand même sur le moteur PDF avec tout ce qui est job option, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les solutions telles que l'on les a. Alors, Decathlon est plus orienté print, Michelin est plus orienté digital, mais finalement, on peut faire les deux et passer de l'un à l'autre. Et surtout en digital, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la fonction de delation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'une bannière 600-200 à une bannière, par exemple, 500 par 350, simplement avec un repositionnement et au regard des libertés que je vous ai montré un petit peu dans les templates pour ajuster ça de façon automatique. Après, on a aussi, c'est plutôt pour
pour Jonas peut-être aussi, mais aussi. Alors, déjà, quel est l'enjeu de l'IA générative dans votre DAM? Je pense là. Oui, alors attends, ouais. Je crois que c'est bon, tout le monde est mute. L'enjeu de l'IA générative dans le... On a combien de temps? Pas suffisamment de temps. Alors, l'IA générative, déjà, elle existe au sein du DAM Vedia. C'est-à-dire que quand on recherche une image, si elle n'a pas été créée par vos équipes de graphistes, vos équipes de designers, vos agences, si vous êtes en manque d'inspiration, si vous voulez quelque chose d'autre, il est possible déjà directement au sein de Vedia d'écrire un prompt comme on le ferait sur d'autres solutions et à partir de ce prompt, de générer des images qui répondent à votre demande. Ça demande un peu d'exercice, mais ça existe déjà. Voilà, premier état des lieux. Ensuite, c'est le focus pour l'équipe de R&D de Vedia. Un des focus, parce qu'on a quand même deux autres grands axes, mais celui-ci est très important. On a d'ailleurs un outil gratuit qui s'appelle vedia.ai que vous pouvez tester là juste après ce webinaire si vous le souhaitez. Maintenant, pour rentrer dans les enjeux métiers, parce que le DAM, ça va dépendre des usagers du DAM. Alors à Vedia, quand on va parler par exemple de e-merchandiser, de retailer, il va falloir mettre, il va falloir mettre dans un certain contexte le produit. Et là, je ne peux pas vous mentir, c'est là où se situent les enjeux, parce que mettre en scène un produit tout en respectant son packaging, son format, sa couleur, sa dimension par rapport à d'autres éléments sur l'image, là, ça commence à être délicat de ressortir quelque chose qui puisse être imprimé en 4x3 pour la prochaine campagne d'affichage dans la rue, quoi. Non, c'est peut-être ici que se situe l'enjeu. Mais de là à pouvoir y répondre et le proposer, il y a plein d'étapes en fait. Déjà, il y a des étapes où on peut entraîner l'IA en lui proposant des sets d'images d'un produit donné pour qu'elle se rapproche le plus possible dans la contextualisation du produit auquel on fait appel. Vous pouvez tester ça, alors on le propose sur Vedia, mais pour pouvoir le tester en dehors, vous pouvez voir Astria qui fait des miracles. Astria, on va uploader un set de données, ça peut être un modèle homme ou femme, mais ça peut être aussi, je vais rester dans notre univers des cas d'études, ça peut être un camion, ça peut être une voiture, ça peut être un vélo. En proposant ce set d'entraînement à l'IA, quand elle va le recontextualiser, quand on lui demandera de représenter le camion sur une autoroute en hiver dans un paysage montagneux, elle va respecter à peu près les dimensions du camion. Mais de là à pouvoir proposer directement on the fly, sur demande, du produit de retailer d'une dernière gamme dans un contexte, il y a encore du chemin, mais ce chemin, on l'a emprunté et on avance dessus. Et je crois que on avait deux questions également qui nous avaient été posées en début. Alors, il y a la question, quelles compétences nécessite la mise en place d'un projet de marketing? Alors ça, c'est une question qui est importante et en fait, nous, qu'on retrouve beaucoup avec les équipes. Voilà, donc on va faire 2 fois 30 secondes. Donc, globalement, il faut évidemment, sur InDesign, même si ça fait partie des fondations de la plupart des écoles graphiques, il faut un peu de maîtrise de l'environnement PAO. Maintenant, après, une fois que les templates sont faites, et après, il y a toujours des équipes pour vous aider. Donc, voilà, ce qui est le plus important, c'est qu'à un moment donné, pour ces projets, il faut des hommes derrière. Après, on a encore peut-on démarrer un projet DAM en marketing distribué simultanément? Alors, en fait, nos cas d'usage ont montré que finalement, la partie UDAM et DAM distribué vivaient un peu une vie séparée. Donc, la réponse, elle est oui, puisque de toute façon, dans la partie distribuée, côté Wedia, bien sûr, il y a une gestion d'assets, clairement associée à la personnalisation. Maintenant, si vous devez mener les deux en même temps, idéalement, c'est peut-être poser la cartographie de métadonnées dans un premier temps et puis démarrer par la suite la partie distributed marketing.
Bon, en sachant bien entendu qu'il peut plus, peut le moins. Si vous avez des équipes de 15 qui sont motivées, qui ont envie de tout faire en 3 mois, rien n'est impossible. Mais il faut rester quand même très pragmatique. Il y a des user stories qui sont à développer, à tester, à mettre en place. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le distributeur de marketing chez Michelin, c'est à peu près 6 mois, mais basé sur un DAM déjà existant. Ok, très bien. Bon, c'est fini là. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, merci beaucoup. Et à la prochaine. Et Merci. merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous tous. Au revoir.